Placement. On continue d'évoquer, de balayer, de traverser cet univers des placements. On vient d'évoquer longuement le marché immobilier. On va à présent parler de l'assurance vie. Que faire de votre assurance vie compte tenu de la loi Sapin 2 qui va quand même, il faut le dire, changer les règles du jeu? On va répondre avec Étienne Guérin qui vient de nous rejoindre pour Practice. Bonjour Étienne. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair aujourd'hui quant à l'impact de cette loi Sapin 2 sur nos fonds euros? Globalement, oui. Enfin, en tout cas, au niveau des textes, sur un plan réglementaire, c'est plus clair. On a bien ce haut comité sur la stabilité financière, dorénavant, qui peut tout à fait, en cas de risque systémique, intervenir pour assurer la solvabilité des compagnies. Voilà. En cas de risque systémique, ça veut dire quoi, ce risque systémique? Alors, une question. Le risque systémique, en fait, si je l'identifie par rapport aux compagnies d'assurance, ce serait une brusque remontée des taux d'intérêt. Ce serait ça, un risque systémique pour une compagnie d'assurance. D'accord. Et ce risque systémique, il risque vraiment de se produire. On entend la Fed, par exemple, qui pourrait relever ses taux en fin d'année, la BCE réduire son QI. Ça pourrait entraîner cette fameuse hausse des taux brutale? Non, brutalement, non. On voit bien que la Fed, côté outre-Atlantique, a une volonté de remontée, de normalisation, en fait, de politique des taux. Donc, remontée prévue a priori pour décembre. Du côté européen, on n'y est pas encore. On a un petit peu moins de croissance. Mais enfin, globalement, ce que l'on sait déjà, c'est qu'on a eu une petite tension tout de même sur les taux longs, puisque, par exemple, l'obligation à 10 ans américaine est passée rapidement, sensiblement de 1,60 à 1,76 en 10 jours. Ce qui peut marquer un signal, en effet, et sur les risques à venir quant à une hausse des taux peut-être plus brutale dans les prochains trimestres. Quel serait l'impact pour les compagnies d'assurance, puisqu'on parle des fonds euros? Quel est le lien direct entre les taux, l'évolution à venir des politiques monétaires et les compagnies d'assurance? En fait, le lien est à deux niveaux. La première chose déjà, c'est pour la compagnie ou les compagnies d'assurance en elles-mêmes. Lorsqu'elles achètent, par exemple, aujourd'hui du papier qui va être à 0,5% ou 1% ou 0 moins, peu ou prou, si demain les taux d'intérêt remontent, ils vont être en risque de moins-value sur leur portefeuille obligataire. Ça, c'est le grand classique du monde financier. On sait très bien que si les taux montent au niveau obligataire, les obligations détenues antérieurement, elles, sont en risque de moins-value. Ça, c'est le premier point et c'est lié donc vraiment à la gestion du passif des compagnies d'assurance et donc peu ou prou à leur ratio de solvabilité. C'est le premier risque qu'on peut identifier. Et donc, si les taux réels remontent, la valeur des obligations baisse et ça va peser sur les assureurs. C'est pour ça qu'il y a une crainte aussi sur les fonds euros. Il est là le lien? C'est notamment ça, effectivement, et c'est de dire, là, si on a un risque de moins-value sur les portefeuilles, il ne faudrait pas dans le même temps qu'il y ait des établissements bancaires, cette fois-ci, qui fassent des propositions de taux sur des comptes surlivrés boostés et qui pourraient entraîner une volonté de la part de certains épargnants de retrait massif sur leurs fonds en euros. Oui. Voilà, et c'est pour ça que cette loi Sapin 2 est là, pour limiter la liquidité, pour limiter les risques aussi de retrait massif des épargnants sur les fonds euros. Vous pensez que c'est possible ça, un retrait massif, une fuite massive des épargnants de leurs placements préférés? Massive, oui ou non, mais enfin, on l'a déjà constaté il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a 3-4 ans, où on a eu une décollecte des fonds en euros sur assurance vie pour aller se positionner justement sur des comptes surlivrés qui était plus intéressant en termes de rémunération. Alors on va dire que c'est pas forcément une vision très patrimoniale long terme, mais en tout cas ça peut se pratiquer. Et pour autant, à l'époque, les fonds en euros étaient plus intéressants déjà. Et donc pour vous, il y a un vrai risque que les épargnants en effet fuient, pourquoi pas massivement, les fonds euros. Et donc cette loi Sapin 2, elle a toute sa raison d'être. C'est bien de limiter la liquidité pour limiter ce risque-là, justement. Oui, alors si je me place en tant que client, je vais dire non, pas forcément. Mais maintenant, en tant que conseil, je me dis oui, c'est quand même une action collective qui a pour but de stabiliser les choses, puisque c'est un gel de la valeur de rachat durant 3 mois, éventuellement reconduit de 3 mois supplémentaires. Le but, avant tout, c'est de pouvoir calmer le marché. Et alors du coup, compte tenu de cette nouvelle donne, ce risque nouveau sur la liquidité des fonds euros, qu'est-ce qu'on doit faire de nos assurances vie? Comment est-ce qu'on doit les piloter désormais, d'après vous? Alors de manière un peu plus compliquée qu'antérieurement, malheureusement. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le rendement sans risque, aujourd'hui, c'est complètement fini. Ça n'existe plus. Et on sait également que les rendements des fonds en euros continuent leur baisse. On annonce moins de 2% pour l'année 2016. Est-ce qu'on va passer ensuite à 1,5%, 1,5%? 1%, même, pourquoi pas? C'est pas complètement théorique. C'est corrélé également au niveau d'inflation et au niveau de taux. Donc ça signifie que si je veux atteindre, il y a un chiffre un peu magique
les 3%, les fameux 3%. Si je veux avoir 3% de rendement demain et que je suis majoritairement investi en fonds en euros, ça risque d'être un peu compliqué. Ça risque d'être compliqué. Ça veut dire qu'il faut gérer, piloter autrement son assurance vie. On pourra encore atteindre ces 3% de rendement dans l'assurance vie en limitant la part des fonds euros. Ça peut être ça la solution d'après vous, Ça Étienne ? peut être une solution. Si je suis à 80% en fonds euros et que j'ai un rendement par exemple d'1%, pour faire simple, c'est-à-dire dans 3-4 ans, ça peut être le cas. Je vais obtenir 0,8% de rendement sur mon fonds euro, sur ma poche euro. Donc, pour atteindre les 3% de rendement, il faut que j'aille chercher 2,2% de rendement supplémentaire. Avec même pas 20% d'unités de compte. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais prendre un risque fort et je vais me positionner uniquement sur de l'action. Et donc là, j'ai un risque fort. Il va falloir le piloter différemment. Moins de fonds en euros peut signifier en réalité moins de risques. D'accord. À travers les unités de compte. À travers des unités de compte, absolument. Donc ce serait plutôt le fait de dire je vais avoir sensiblement 50% en fonds en euros, 50% en unités de compte. Au lieu de 80% de fonds euros et 20% d'unités de compte. Bah bien sûr, parce que si j'ai 80% en fonds euros et 20% en unités de compte, je n'ai entre guillemets que le choix du marché action. Ouais. Avec ce que l'on peut connaître parfois de manière assez rapide sur les marchés actions. Si j'ai 50% d'unités de compte, je vais plutôt aller me positionner pour partie sur du produit obligataire, mais cette fois-ci qui pourrait être indexé à l'inflation, qui pourrait être ce que l'on appelle du haut rendement, le fameux high yield, et puis le reste, pourquoi pas, bien sûr, une poche action sur l'économie réelle, là aussi, pour avoir une performance. Et ben voilà, une idée pour maintenir votre objectif de rendement de 3%, qui est l'objectif de rendement de pas mal d'épargnants et qui était le rendement qu'on pouvait espérer ces dernières années encore sur les fonds euros. C'est de moins en moins le cas. On est plutôt vers 2% désormais. Étienne Guérin pour Practis. Merci d'être venu nous voir, Étienne. Le CAC 40 toujours en très légère baisse de 0,05% en ce moment. BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement.